Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. Les Américains votent pour les élections de mid-term aujourd'hui. Allez, on dira mi-mandat en français. Et je suis prêt à parier que Trump va être conforté par le résultat du scrutin au Sénat et à la Chambre des représentants. C'est pourquoi, seul contre tous, je l'affirme, il faut un Trump en France. Oui, pourtant, souvenez-vous, il y a 2 ans, on nous disait que Trump n'avait aucune chance, qu'il était idiot, qu'il était hors du cercle de la raison, tiens, pour citer Alain Minc, et que si par malheur il gagnait, les 10 plaies d'Égypte deviendraient les 10 plaies des États-Unis, avec nuées de sauterelles, de grenouilles, de moustiques, tandis que les troupeaux allaient se jeter dans le Mississippi transformé en fleuve de sang, sans oublier le passage sous les ténèbres. Vous voyez, je vous cite la Bible de A à Z. C'est pourquoi je le répète, seul contre tous, il faut un Trump en France. Oui, car depuis, on a vu que les 10 plaies annoncées ne sont pas là. Tiens, l'emploi. L'économie américaine a créé 250 000 emplois en octobre, tandis que le taux de chômage reste à 3,7, au plus bas depuis, accrochez-vous bien, une année érotique, comme chantait Gainsbourg. 1969, c'est-à-dire en pleine Trente Glorieuses, 4 ans avant le premier choc pétrolier. C'est pourquoi, je le répète, il faut un Trump en France. Allez, cerise sur le gâteau sur 1 an. Là, je vais faire rêver ceux qui nous écoutent et qui pleurent en allant faire leur plein de gasoil ou de samplon 95. Les salaires ont augmenté de 3,1% sur la dernière année, c'est-à-dire plus que l'inflation, c'est-à-dire que les Américains gagnent du pouvoir d'achat. C'est pourquoi, je le répète, il faut un Trump en France, car Trump est un vrai chef d'État qui n'a pas instauré, n'en déplaise à certains, une dictature aux USA, qui réussit économiquement parce qu'il agit pour le bien de son pays et de son peuple. Regardez, tiens, il a même mis en vigueur un mot qui est une grossièreté de ce côté-ci de l'Atlantique, le mot protectionnisme qui est quand même, à mon avis, un petit peu responsable de la hausse des salaires et de la baisse du chômage. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, il faut un Trump en France. Et vous votez évidemment sur les réseaux sociaux, il faut un Trump en France. On vous attend, d'accord, pas d'accord, vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio, on attend vos commentaires. Enfin, venez réagir, venez débattre avec nous, on vous attend 0826 300 300. Avec nous, Guillaume Bigot, essayiste, auteur de La trahison des chefs, publié chez Fayard, et Bienvenue dans le pire des mondes, avec Natacha Polony et le comité Orwell, c'est publié chez Plomb. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Olivier Piton, avocat, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord, c'est-à-dire, ça concerne les États-Unis, mais pas seulement, l'Amérique du Nord, il y a aussi le Canada et le Mexique, auteur de La nouvelle révolution américaine et Trump et Macron, les transgressions au pouvoir, c'est publié chez Plomb. Bonsoir. Bonsoir. Je devrais vous dire good evening, comme vous arrivez des États-Unis. Voilà, c'est ça. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Quelqu'un qu'on connaît bien également, spécialiste des USA, Guy Hervier, auteur d'un livre magnifique d'ailleurs, avec des photos exceptionnelles. C'est un livre en grand format, ça s'appelle Great America. Vous pardonnez l'accent. C'est publié chez Masha Publishing et bientôt il y aura Great New York, c'est ça ? Absolument. J'imagine que si les images, les photos de Great New York sont aussi belles que celles de Great America, ça va être un bouquin extraordinaire. Bon, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Ça sort quand ? 2019. Oui, mais enfin, ça va de janvier à décembre. Hein. Absolument. Faut être prudent, on va dire mars-avril. Mars-avril. Donc, ce sera un beau cadeau à faire pour la Pâques, pour le printemps. Et il vient d'arriver, Jean-Éric Brana, spécialiste des USA, auteur de Trumpland. Vous permettez que je le prononce à l'anglaise. Portrait d'une Amérique divisée. C'est publié chez Priva. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. On a un beau quatuor, un carré d'as. Alors, je sais pas qui est d'accord ou pas avec moi quand je dis il faut un Trump en France. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez ? Olivier Piton, vous arrivez des États-Unis. Oui, j'arrive des États-Unis. Effectivement, avant de répondre à votre question... mais ça, je le dis pas, je l'affirme. Je pose pas. Alors, avant de réagir à votre affirmation, effectivement, la situation aux États-Unis est paradoxale et a beaucoup évolué depuis 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, il y avait une sorte d'opposition médiatique extrêmement forte après l'élection de Donald Trump, qui est aujourd'hui un tout petit peu plus relative. Alors certes, les médias, en majorité, sont toujours très anti-Trump, mais il y a une part de médias, et c'est ce que vous rappeliez tout à l'heure, qui notent et qui saluent les progrès économiques enregistrés par Donald Trump et les progrès diplomatiques également, notamment sur la Corée du Nord. Alors pour répondre à votre question, en tout cas pour mettre un petit peu de provocation dans tout ça, sur le style, je pense qu'on aurait du mal à avoir un président qui serait issu de la télé-réalité. Mais sur la politique qui est menée, il y a sans doute un certain nombre de choses dont on peut, de manière objective, essayer de penser qu'elles ne sont peut-être pas aussi avouées aux gémonies que l'on voudrait bien le dire. Guy Hervier, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, vous, teint en roue, avec une mèche de cheveux qui remonte,
Je vous verrais bien pour devenir le Trump français. Alors là, vous devriez être content. Je dis, il faut un Trump en France. Il faudrait déjà que je me présente. Et vous faire teindre aussi. Alors effectivement, vis-à-vis de votre affirmation, je ne peux que me positionner de manière assez défavorable. Je ne pense pas qu'il faille un Trump français. Et en fait, finalement, pourquoi la question à se poser, c'est pourquoi Trump est arrivé. Trump n'est pas la cause de quelque chose, mais c'est plutôt la conséquence et le symptôme d'une situation aux États-Unis qui n'est pas très bonne. Et qui n'est pas très bonne, là je veux pas faire de la politique politicienne qu'on lui rapidement, c'est-à-dire que c'est pas la faute de Barack Obama ou Bill Clinton. Je pense que c'est une évolution depuis une quarantaine d'années qui n'est pas très bonne de la société américaine. Alors on peut en donner quelques exemples. Il y a une société qui est profondément divisée, polarisée, très inégale. Le taux d'inégalité aujourd'hui est quasiment celui qu'on connaissait à la fin et au début du XXe siècle. On a une société américaine qui, dans les années 60-70, était quand même les États-Unis, c'est la nation de la science et de la technique. Je relisais encore aujourd'hui, je regardais encore cette année. C'est encore la science qui prédomine aux États-Unis, mais au prix Nobel, les États-Unis ont remporté sur les prix scientifiques 2,75, puisque maintenant on attribue des demi, des quarts, etc. On en est à 2,75 sur 4. Et ça fait 30 ans, 40 ans que ça dure. Sauf que, autant dans les années 60-70, la voix des scientifiques était importante, autant aujourd'hui, et ça c'est une évolution qu'on a pu constater depuis l'arrivée de Ronald Reagan, les conservateurs religieux ont peu à peu imprimé leur marque et modifié le discours. Donc je dirais que globalement, Trump est arrivé parce que la situation n'était pas bonne. Et donc si on se positionne par rapport à votre affirmation, s'il nous fallait un Trump français, ça veut dire que la situation en France ne serait pas bonne. Alors maintenant, c'est un autre débat. Est-ce que la situation en France est bonne ou pas bonne? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je le perçois comme ça. Alors après, et j'en termine là, on pourrait aussi répondre à votre question sur Trump en tant que personne, en tant qu'individu. Là, il y aurait pas mal de choses à dire. Et puis après, sur la réalité économique, les résultats économiques actuels. Et ça, on pourrait. Mais ça, on va en parler. On va développer abondamment. Et faire le parallèle avec la politique française, que c'est quand même assez intéressant. Guillaume Bigot, vous écriviez il y a 2 ans, juste après l'élection de Trump, une tribune, je crois que c'est dans le Figaro. C'était avant même l'élection. C'était avant l'élection de Trump. Qui seront les Trump et les Hillary Clinton de la présidentielle française? Quand je dis qu'il faut un Trump en France, ça vous inspire quoi? Vous dites, tiens, je vais aller me faire teindre les cheveux en roux? Non, je pense que comme toujours, dans les comparaisons, il y a des points qui invalident les comparaisons. Donc, ce qui est intéressant, c'est le en France, en fait. Qu'il faille un Trump. Moi, la lecture que je fais de la montée de ce qu'on appelle le populisme, c'est pas du tout la révolte du peuple contre les élites. C'est qu'en fait, les peuples, le peuple français, mais c'est vrai aussi probablement du peuple américain, du peuple britannique et du peuple italien, du peuple hongrois, tous ces peuples en ont marre que les élites les agressent, en fait. Je pense que c'est une réaction à la révolte des élites contre les peuples, en fait. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une agression depuis 40 ans. En fait, depuis la fin de la guerre froide, les classes dirigeantes, au sens très large du terme, et ça englobe pas seulement les détenteurs du capital, mais ça englobe aussi les manipulateurs de symboles, etc. Toute cette espèce de petite classe, non seulement a fait sécession, au nom de la globalisation, a décidé d'enrichir la Chine finalement au détriment des classes moyennes et agresse littéralement ses propres populations. Donc au bout d'un moment, les gens en ont assez, en ont marre, et ils tapent du poing sur la table. Voilà, c'est ça qui se passe. Alors maintenant, dans cette réaction... Vous me faites penser à une citation d'un milliardaire américain qui s'appelle Warren Buffett, qui la disait guerre des classes continue, mais c'est nous qui l'avons gagnée. Exactement. En parlant des milliardaires. Alors, Trump, qui c'est? Trump, c'est un milliardaire qui finalement a tourné Kazakh. En fait, il s'est retourné contre sa classe. En fait, c'est un peu ça qui s'est passé. Un peu comme les lords britanniques, certains ont eu l'intelligence de penser qu'on ne pouvait pas gouverner contre son peuple, contre leur peuple en l'occurrence. Pour en revenir à Trump, qu'est-ce qu'il faudrait prendre, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas prendre? Il faut une ligne de partage. On ne peut pas sans discernement prendre Trump avec tout ce que ça comporte. Le mauvais goût, ça a été dit, il ressemble à l'Amérique, il est à son image, ça c'est pas possible. Deuxièmement, derrière ce mauvais goût, il y a un mauvais goût intellectuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qui est problématique avec Trump, avec Bolsonaro, avec d'autres, c'est qu'on s'affranchit du principe de non-contradiction. Et là, c'est très gênant.
Et en fait, c'est une réaction de colère parce que cette classe dirigeante, à mon avis, qui est complètement nulle, vous citiez Alain Minc, il y en a plein d'autres, ils sont beaucoup plus. Enfin, c'est la classe dirigeante, à mon avis, la plus stupide depuis les mérovingiens. Ils sont très très bêtes. Ça Mais fait ils longtemps, ont les joué Mérovingiens. la carte, si vous voulez, de l'élitisme intellectuel. En tout cas, ils ont joué cette carte-là. Alors, il y a une espèce de réaction anti-intellectuelle, si vous voulez. Ça, c'est peut-être problématique. Mais Et le plus va- gênant dans Trump, c'est quand même cet ultralibéralisme et qu'on voit encore plus grossi, si vous voulez, au Brésil. Et ça, c'est peut-être la dimension un peu la plus inquiétante. Alors, on va en parler après de l'économie, du libéralisme Oui. et tout. Pour moi, c'est plus un protectionniste. Jean-Éric Brana, si je vous dis ça, qu'il c'est le faut bon un, côté. si je vous dis qu'il faut un Trump français, qu'est-ce que vous en pensez? Alors j'ai entendu les autres qui sont autour de cette table, je veux dire, ça part très loin et très haut. On est sur un débat sacrément costaud. Alors comme j'ai des étudiants qui Pour ça qu'on écoutent, vous a invité. j'ai bien sûr, mais moi je vais faire rabaisser le niveau, vous allez voir très vite, mais j'apprends à Je mes vous crois pas étudiants comme deux, trois trumpisme, alors, choses, j'apprends à mes étudiants deux, trois choses, notamment c'est recerner la question très vite, reformuler. Alors, si vous me permettez, je vais reformuler votre question, vous venez nous demander s'il fallait Trump, autrement dit. Non, mais c'est moi qui Vous affirme qu'il venez- faut un Trump en France. Mais moi, je vais comme la reformuler. Donc, vous nous demandez s'il faut quelqu'un qui viendrait de nulle part, n'aurait jamais été élu avant de Mais prendre pas le de nulle part, pouvoir. Trump, Si vous permettez, je vais juste terminer ma démonstration. N'aurait jamais été élu avant. Arriverait à quasiment voler l'élection parce qu'on ne l'aurait pas vu arriver et comme un boomerang ou comme un ovni. Vous ne décrivez pas Emmanuel Le Macron, là? bien Je sûr. ne sais pas, moi je suis en train d'essayer de poser Trump qui serait plutôt pour le libéralisme, qui se méfierait des médias, qui serait un peu autoritaire, voire très autoritaire, qui n'en ferait qu'à sa tête par moment, qui dirait je parle vrai et je fais toujours ce que j'ai dit que j'allais faire. C'est vrai que c'est une bonne question de savoir s'il faudra un Trump en France. Alors après, je vais pouvoir reprendre chacun des éléments qui a été donné parce que je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été avancées. Mais d'abord, en posant le débat, moi je me dis que quelque part, je ne sais pas s'il faut Trump en France, je me demande si on n'a pas déjà une sorte de Trump en France quand même. Justement, ça, on va faire le parallèle entre Trump et Macron. Vous l'avez fait. Où en est-on, Philippe Rossi? Est-ce que j'ai un score trumpiste, un score Kim Jong-uniste ou un score, tiens, allez, je vais voir très bas, comme le PS en ce moment? Non, Ou ce qu'il en reste. on va être humble. Vous avez un beau score, Philippe David, puisque 87% des Ah, oui, auditeurs c'est quand de même un Sud bon Radio score, attendez. sont d'accord avec vous lorsque vous nous dites il faut un Trump en France. Beaucoup de commentaires, ça réagit sur le compte Twitter de Sud Radio. On les lira juste après la pause à l'antenne. Et puis vous nous appelez, venez réagir, venez débattre avec nous. Est-ce qu'il faut un Trump en France? Oui ou non? 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. À toutes. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. Je pensais vraiment être seul contre tous en affirmant il faut un Trump en France et vous êtes 87% d'accord avec moi. Tiens, Philippe Rossi, si j'achetais une moumoute rousse, parce que Guy Hervier veut pas, Jean-Éric Brana veut pas, Il est Guillaume rouge, Bigot Jean-Éric veut Brana, pas, donc, Olivier Piton veut pas. D'ailleurs, avec Olivier Piton, on a la même coupe de cheveux. Et ben moi, je me dis qu'avec une moumoute rouge, je pourrais peut-être devenir le Trump français. Vous croyez pas? Non. Ah bon? En Bon, tout cas, vous serez écoutez, élu avec un dommage. beau score. 87% des auditeurs sont d'accord avec vous, Philippe David, lorsque vous affirmez il faut un Trump en France. Et puis beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Cet auditeur qui nous dit les résultats économiques de Trump laissent rêveur, l'économie française est sous perfusion. Et Epaf qui lui répond sur Twitter et qui lui dit les bons résultats des États-Unis ne sont-ils pas dus plutôt à la politique menée par Obama? Alors, vraie question. Ben, on va répondre à cette question. Les succès économiques de Trump aujourd'hui, vous êtes très souvent entre la France et les États-Unis, Olivier Piton, c'est les résultats d'Obama qui... Parce que l'économie, ça met du temps à avoir des résultats, ou c'est les résultats de Trump déjà au bout de 2 ans? C'est les deux. C'est un peu les deux. D'abord parce que vous parliez à juste titre du protectionnisme, et le protectionnisme, en fait, a commencé sous Obama. Paradoxalement. Excusez-moi, les États-Unis ont toujours été un pays assez protectionniste. Oui, mais en même temps, il était sur une ligne idéologique qui était la célébration du libre-échange, en particulier depuis 1945. C'est le pays qui a profité à plein de la mondialisation et qui l'a érigé en concept à son propre intérêt. Et Donald Trump est le premier à avoir battu en brèche cette loi d'airain de l'économie américaine en disant « Aujourd'hui, la mondialisation ne profite plus à l'Amérique. » Et on va même plus loin, puisqu'on fait toujours le parallèle avec la France et avec l'Europe. Il est incontestable qu'un certain nombre de ceux que l'on appelle aujourd'hui les populistes tirent exactement le même constat. Aujourd'hui, et c'est sans doute la base de tout, la mondialisation ne profite plus à l'Occident. D'où la Elle nécessité... profite à l'Asie. Elle profite aux pays dits émergents, et en particulier à l'Asie. Et ce qui nécessite au bout du compte, si on va au terme de la logique, de remettre en cause les 3 lois d'airain du libéralisme,
tels qu'ils ont été édictés par les États-Unis, la libre circulation des capitaux, la libre circulation des personnes et la libre circulation des biens. Lorsque Donald Trump dit « je vais mettre en place du protectionnisme, je vais réindustrialiser mon pays et je vais déclarer une guerre totale, parce que c'est ce qui est en train de se passer à la Chine », il démontre, en l'occurrence, qu'il est en tout cas le porteur d'une idéologie qui, à mon avis, lui survivra, qui est une idéologie post-mondialisation, et c'est celle à laquelle on assiste. Après, on rentrera sans doute dans les détails sur les différences qu'il peut y avoir entre l'Europe et les États-Unis, mais en tout cas, pour les États-Unis, c'est un des points majeurs, il y en a d'autres, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. La critique de la mondialisation, la remise en cause de la mondialisation parce qu'elle ne profite plus à l'Amérique, est un point central. C'est vraiment le cœur nucléaire de la pensée trumpienne, si tant est qu'on puisse estimer qu'elle en a une. Jean-Éric Brana. Alors, complètement d'accord avec ce que vient de dire protectionniste Olivier, ou libéral, l'Amérique? Mais on va peut-être le poursuivre un petit peu, puisque Olivier sûr, disait on jusqu'à va 20 renvoyer à plus tard la comparaison entre l'Europe et les États-Unis. Je crois qu'il faut commencer par ça, en réalité. Et c'est même pas l'Europe, c'est la France et les États-Unis, puisque la question, c'est de savoir si Trump sera en France. Or, en réalité, notre pays n'a pas les moyens de mener une politique à l'américaine façon Trump. On ne peut pas tout d'un coup se couper du monde, se couper de tous les grands contrats internationaux, remettre en cause tout ce qui a fait notre prospérité, parce qu'on n'a pas la prospérité américaine, on n'a pas la puissance américaine. On a 10% de chômeurs. Oui, non, mais il y a une croissance qui il ne se s'agit freine. pas que de chômage, il s'agit de... Si vous voulez renoncer au chômage... Non, mais il s'agit pas que de chômage. Il s'agit de tout ce qui fait notre économie, en réalité. En l'occurrence, elle va très mal, l'économie. Quand Donald Trump nous explique qu'il veut défendre l'acier, le charbon, le gaz... Les vieilles industries de la Rust nous, Belt. si on veut revenir au gaz, on revient aux années 50, on remet en place l'AC. Ah ben non, il n'y a plus de gaz à l'AC. Donc évidemment, on ne va pas se remettre dans ce système-là. On ne va pas remettre le charbon, c'est exactement la même chose. On n'est pas dans cette logique-là, parce qu'en réalité, l'Amérique a d'autres ressources à côté. Elle a une Silicon Valley qui l'envoie sur le futur avec de nouveaux métiers. Je veux dire, c'est un pays immense, il faut comparer ce qui est comparable. Et quand on dit Trump a pu faire certaines choses, il a pu le faire parce qu'en réalité, il peut s'exonérer aussi. Par exemple, le fait que sa dette est colossale, mais en réalité, les gens n'ont rien à faire que sa dette soit colossale. Les Américains n'y pensent pas au quotidien. Et comme de toute façon, c'est lui qui mène la politique mondiale, on a un peu rien à faire. Imaginez que la France soit dans la même situation avec une dette qui explose, on serait sous perfusion tout de suite. Et bien sûr, tous les pays du monde nous tomberaient dessus, à commencer par les Européens, ils auraient raison de le faire. Donc en réalité, c'est pour ça que je crois qu'il fallait commencer par la comparaison, parce qu'il me semble qu'on ne va pas très loin et que Trump en France aurait été à l'étroit, en réalité, n'aurait pas pu faire sa politique. On va continuer à en parler. On a jusqu'à 20h sur Sud Radio. Où en est-on, Philippe Rossi, sur Twitter? Toujours une large majorité d'auditeurs de Sud Radio qui pensent que oui, vous avez raison, Philippe David, il faut un Trump en France. On était à 88% il y a quelques minutes, 84%. Voilà, ça baisse. Ça baisse un petit peu. La Petit score. Hein. La tendance ne sera pas inversée. Je ne pense pas continuer de voter sur le compte Twitter de Sud Radio. D'accord, pas d'accord. On revient dans quelques instants. À tout. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. Retour de Seul contre tous, et je l'affirme ce soir, oui, il faut un Trump en France. Philippe Rossi, ça vote beaucoup et ça réagit. Oui, ça réagit sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous continuez de voter, hein. D'accord, pas d'accord. Alors il y a Christophe qui vous dit sur Twitter, Philippe David, seriez-vous de mèche avec Trump? Elle est pas mal. Alors il ne parlait pas de vos cheveux puisque vous n'en avez pas. Non, merci. Il n'est pas censé le savoir. Vous continuez de voter donc sur le compte Twitter de Sud Radio, d'accord ou pas d'accord. Et puis on vous attend également, venez débattre avec nous, venez réagir. Il nous faut un Trump en France, qu'est-ce que vous en pensez? 0826 300 300. Guy Brana. Pas Guy Brana, non, Guy Hervier. Je voulais parler à Guy Hervier, il est à côté de Jean-Éric Brana, j'ai mélangé les deux, pardon. Guy Hervier, excusez-moi, toutes mes excuses. Quand vous voyez les résultats économiques de Trump, c'est vrai quand même qu'il a quand même 3,1% d'augmentation des salaires l'an dernier, plus que l'inflation, un chômage au plus bas depuis 69. Alors, est-ce que pour vous, c'est aussi dû à la politique précédente d'Obama, ou est-ce qu'on doit dire quand même, chapeau, il réussit dans ce domaine? Je dirais pas les deux, comme disait Olivier Piton, mais je dirais que c'est dans la poursuite. Il y a absolument, quand on regarde les courbes sur les différents indicateurs économiques, il y a quasiment aucun point d'inflexion à partir du moment où Trump arrive. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure,
il faut un certain temps de latence pour que les mesures qui sont prises prennent effet. Et donc là, maintenant, on est à presque 2 ans. L'économie, c'est un gros navire, vous me passerez l'expression. Exactement, c'est un tanker et avant que ça tourne, il va se passer beaucoup de choses. Mais si on reprend un certain nombre d'éléments, on va pas embêter les auditeurs avec tout un tas de chiffres, mais si on prend le taux de chômage, effectivement, c'est le plus bas depuis 50 ans. Sauf que c'est une évolution qu'on connaît depuis Obama. Et je dirais que même si on compare l'arrivée de Bill Clinton, l'arrivée d'Obama et l'arrivée de Trump, Trump a eu quand même une chance absolument phénoménale. Je me souviens de ses déclarations où il disait j'ai hérité d'un mess, donc une grosse pagaille. Un gros bordel. Et en gros, depuis 2 ans, il a quand même une situation. Il a récupéré une économie qui était repartie, même mollement, mais qui était repartie. Obama hérite de la plus grosse crise qui existe depuis 1929, et Clinton a eu aussi, lui, la crise de 92-93 à gérer. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, il est parti sur de bonnes bases. Oui. Comme vous disiez, les salaires, je lisais un article de Forbes en venant ce soir. Effectivement, contrairement à ce que vous indiquez, ils n'ont pas connu une croissance aussi forte que ça depuis 1 ou 2 ans. C'est pas vrai, parce que l'inflation a rebondi. Si on prend la bourse qui est quand même très importante aux États-Unis, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont leur retraite qui est liée par les fonds de pension notamment. La bourse est aujourd'hui revenue au niveau où elle était au début d'année. Alors c'est vrai que sur l'année 2017, il y a eu une explosion phénoménale, et puis il y a eu une correction assez forte. La question qu'on peut se poser, dernier élément avant de poser la question, sur la politique avec la Chine. Le taux de déficit avec la Chine est encore supérieur cette année à celui de l'année dernière. Donc ça veut dire que les mesures qui ont été prises par Donald Trump jusqu'à présent ne font pas effet. Et la question qu'il faut poser finalement, c'est est-ce que ce taux de croissance qu'on connaît depuis 2 trimestres, 4,2 au 2e trimestre, 3,5 au 3e trimestre, est-ce que c'est un feu de paille, entre guillemets, ou est-ce que c'est quelque chose de durable? Et là, on peut se poser des questions, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu une réforme fiscale qui a permis aux entreprises de faire de grosses économies et donc des bénéfices substantiels. Et d'embaucher aussi. D'embaucher pas tant que ça. Moi, je dirais que en fait, la première chose que ces entreprises-là ont faite, et j'en connais un certain nombre dans le domaine de la high-tech, c'est quoi? C'est de racheter des actions pour soutenir le cours de la bourse. Donc c'est pas ni investir en technologie, c'est éventuellement racheter des entreprises. IBM qui rachète Red Hat, 34 milliards de dollars, c'est pas rien. Une grosse somme. C'est une grosse somme, mais investir en technologie ou investir en augmentant les salaires ou en embauchant du monde, je ne suis pas persuadé. Donc la question, c'est est-ce que c'est un phénomène qui sera durable, ou est-ce que ça va s'estomper, et là, honnêtement, on peut poser la question. Guillaume Bigot, parce que c'est bien, j'ai 3 invités ont répondu, protectionniste ou libéral, alors Trump, parce que là c'est la question qu'on se pose. Mais les deux, mon général, ça s'appelle le mercantilisme. C'est bien, vous me mettez en un bon grade général, c'est bien. Oui, vous n'êtes pas encore au Pentagone. Hein, mais pourquoi le mercantilisme? Parce que vous savez, c'est une. Keynes disait, on est toujours prisonnier des économistes. Les dirigeants politiques sont prisonniers des économistes il y a 30 ou il y a 40 ans. Là, c'est tout à fait vrai. En fait, on répète, là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites en matière économique. Il faut mettre un peu d'ordre quand même. On vit sur des concepts économiques, l'ultralibéralisme, le monétarisme de Friedman, etc. Tout ça, ça porte des pattes d'EF, en fait. Ça date de Woodstock. Il faut se réveiller, les gars. On n'est plus du tout dans ce monde des bisounours de l'ultralibéralisme. Et c'est ce qu'on nous vend. Malheureusement, c'est ce que nos dirigeants croient bêtement, et Macron et l'Union européenne et Juncker. Mais en réalité, les concepts économiques sont déjà complètement morts, en fait. Et les États-Unis, il y a bien longtemps qu'ils ne sont plus dans cette économie de fable, en fait, de fable pour enfants du libre marché. Ils savent qu'on est dans un monde de compétition et pas de concurrence. Ils savent que l'intervention publique en sous-main massive, je rappelle quand même que la NSA, c'est la moitié des mathématiciens qui se trouvent sur le sol américain travaillent pour le gouvernement américain. Alors la NSA, c'est la National Security Agency, c'est l'agence de la sécurité nationale. Bien sûr, les investissements sont massifs dans les technologies à travers même l'État et à travers l'armée américaine. Quand vous jouez aux échecs, les gens vont comprendre, quand vous jouez aux échecs avec quelqu'un qui sait exactement ce qu'il y a dans votre cerveau, vous n'avez aucune chance de le battre. Aucune. C'est exactement ce qui se passe. Dans tous les domaines, le renseignement
économique américain est très fort. Donc, il y a du libre-échange, si vous voulez, à l'intérieur des États-Unis, ça c'est vrai, mais il n'y a pas de libre-échange à l'extérieur. Alors, il n'y en a jamais eu, oui et non. Je suis tout à fait d'accord sur le plan de l'idéologie. Ce qui a été dit tout à l'heure est tout à fait exact. Mais il faut distinguer les mots et les actes. En réalité, les États-Unis n'ont jamais eu, pardon d'être vulgaire, les cuisses grandes ouvertes comme l'Union européenne à tous les vents. Enfin, ça c'est de la folie furieuse, c'est de la bêtise et la démence et la sénilité de nos dirigeants. En fait, il faut bien comprendre aussi que le libéralisme aux États-Unis était quelque chose de décidé par le peuple et non subi. Ça, c'est une énorme différence. Les Américains ont toujours voté pour ça. La culture américaine, la culture profonde des États-Unis, la croyance dans la destinée manifeste, mais aussi dans le fait qu'il y ait des winners, des losers, etc. Tout ce fond de religiosité aux États-Unis fait que ils sont pas du tout partisans d'une redistribution. En revanche, ils font ce qu'il faut depuis longtemps pour créer de la richesse. Donc la première différence, c'est on crée de la richesse et après, qu'est-ce qu'on en fait ? La croissance crée beaucoup plus d'emplois aux États-Unis qu'en France, par exemple. Mais ils sont assez, si vous voulez, ils tolèrent assez facilement des inégalités sociales que nous ne tolérons pas pour des raisons culturelles. Mais par ailleurs, ils ont quand même des moyens de créer la richesse. Pourquoi ? D'abord parce que la Réserve fédérale des États-Unis, elle a comme voyant lumineux sur son tableau de bord la création d'emplois depuis toujours et la croissance. Tandis que la banque, l'équivalent de la Réserve fédérale, c'est-à-dire la Banque centrale européenne, a comme voyant la lutte contre l'inflation. C'est complètement différent. Alors justement, Olivier Piton, parliez de la Chine tout à l'heure. Il tient quand même tête aux Chinois, mais est-ce qu'il a les moyens, sachant que quand même la Chine est d'un des plus premiers acheteurs de bons du Trésor, c'est-à-dire de dette américaine ? Oui, mais comme ça a été dit fort justement, la dette n'est pas un problème, n'a jamais été un problème et ne sera probablement jamais un problème pour les États-Unis. Aucun État ne rembourse sa dette, pas seulement les États-Unis. D'abord, effectivement, c'est tout à fait juste. Aucun État, à moins qu'il ne soit contraint et forcé, comme l'Argentine ou comme l'Argentine, ne rembourse sa dette. Et alors, a fortiori, les Américains. Donc c'est un épouvantail qui n'a aucune valeur et aucune chance d'aboutir. Mais prolongeons parce que on a parlé effectivement de la remise en cause en termes d'idéologie de la mondialisation. Ça, c'est le premier pilier de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le Trumpisme. Il y en a un deuxième qui est un tout petit peu plus compliqué, mais qui est quand même incontestable, qui est une forme d'isolationnisme. C'est-à-dire le retour de la fin de l'Amérique gendarme du monde. La fin de l'Amérique... La fin de l'Amérique de la post-mur de Berlin. La fin, exactement, mais c'est très juste. La fin de l'Amérique post-mur de Berlin, c'est-à-dire qui, de Bill Clinton à George Bush, qui ont mené exactement la même politique, menait une politique... Et George Bush père. Et un peu moins. Non, un peu moins le père. Ça nous emmènerait trop loin, mais beaucoup plus le fils, qui était calé sur une sorte de politique de l'émotion. Et le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, ou ce qui s'est passé en Somalie. C'est-à-dire qu'on réagissait à l'opinion publique. C'est d'ailleurs les débuts de CNN à ce moment-là, au moment à la fois de Restore Hope qui se passe en Somalie et de l'intervention de l'OTAN en ex-Yougoslavie. On a donc cette politique de l'émotion qui n'est pas totalement absente du positionnement de Trump. On se rappelle du bombardement d'une base syrienne par Donald Trump il y a 6 mois après avoir vu les images. Et d'une certaine manière, on peut même estimer que... C'est ça ? Oui, exactement. C'était il y a un peu plus de 6 mois. C'était il y a un peu plus d'1 an. C'était l'année dernière. C'était au printemps de l'année dernière. C'est ça. Et on peut même rapprocher la volte-face américaine sur la guerre au Yémen de la même manière sur les photos montrées par le New York Times. Donc il y a une part aussi d'émotionnel chez Donald Trump. Et pour terminer très rapidement, en tout cas, en dépit de cela, il y a un reflux. Il y a une volonté américaine de se focaliser sur ses propres priorités, sur ses propres intérêts, et ça passe notamment par une remise en cause systématique de tout ce qui ressemble de près ou de loin à du multilatéralisme. On est sur un retour au bilatéralisme. Et ça se met en place, comme pour la mondialisation, d'ailleurs pour ce refus de la mondialisation et ce protectionnisme. Ce qui est très amusant, et je termine là-dessus, on a un retour de l'Amérique dans son lit traditionnel qui a été la politique traditionnelle des États-Unis durant tout le 19e siècle. Trump bénéficie aussi de cette image, de ce courant qui était un courant connu aux États-Unis tout au cours du 19e siècle, qui est un courant protectionniste
et qui est un courant où l'Amérique joue le jeu du one-to-one, de la relation bilatérale, et refuse dorénavant de jouer son rôle de gendarme du monde. À nous aussi d'en tirer les conséquences. Jean-Éric Brana, à nous d'en tirer les conséquences si on en croit Olivier Piton. Oui, alors c'est assez rare que je sois en désaccord avec Olivier, et là Tout je vais arrive. l'être un tout petit peu. En réalité, alors ce que vient de nous expliquer Olivier, c'était à peu près mon discours il y a 1 an et demi aussi, quand on faisait le bilan de cette élection ensemble sur les plateaux, et on avait à peu près le même point de vue. En réalité, je crois que cette histoire de gendarme du monde, il faut le regarder avec d'autres yeux aujourd'hui, puisque à l'épreuve des faits, on ne va pas dire que Donald Trump s'est retiré de ce rôle de gendarme du monde. Il a même utilisé une nouvelle arme actuellement. Il a l'extraterritorialité du droit américain qu'il sert aujourd'hui comme arme géopolitique, à partir de laquelle il peut imposer ses vues. On a l'exemple avec l'Iran, qui est imposé à des pays souverains comme la France, à nos entreprises qui ne peuvent plus aller faire des affaires avec les Iraniens sous peine de sanctions. Donc en réalité, il est bien dans un rôle de gendarme, mais pas d'un gendarme politique, mais de gendarme géoéconomique. C'est là où il y a quand même une différence. Mais c'est-à-dire, excusez-moi, on remplace la diplomatie du dollar par la diplomatie du B-52 ou du missile de croisière par la diplomatie du dollar. C'est en tout cas mon point de vue. Ils ne servent pas un bien commun mondial, ils servent l'intérêt des États-Unis. Eh bien, c'est ça la différence. C'est là où j'allais arriver, donc vous me tendez une passerelle. Et puis en même temps, comme vous me ramenez aux États-Unis, je voulais faire une autre contradiction, mais juste à la marge, mais qui me semble quand même importante. Vous avez évoqué tout à l'heure la religiosité et le fonctionnement américain, très protestant d'ailleurs, sur cette reconnaissance de la réussite. Tout ça est en train de changer aussi si vous observez les États-Unis. On n'est plus dans les États-Unis du 19e siècle, on est bien au 21e siècle aujourd'hui, avec l'athéisme qui a un peu progressé, une religiosité qui est différente, puisqu'aujourd'hui les catholiques sont au moins aussi nombreux que les protestants, et c'est vrai que c'est plus la même façon de voir même l'économie ou la répartition. Alors le point, ce que vous aviez évoqué, c'était la lutte contre les inégalités. Il faut savoir que traditionnellement, juste pour que les auditeurs le comprennent bien, l'inégalité, elle est on a une lutte contre l'inégalité personnelle, parce qu'on ne veut pas que l'État rentre dans notre vie pour nous imposer le fait d'avoir à lutter contre des choses qui sont gênantes dans la société. Donc chacun le fait à travers les charités, les groupes de charité, les associations. Tout ça est en train un petit peu de disparaître, et c'est là où effectivement on voit qu'il y a des bulles de pauvreté très fortes qui sont des vrais fléaux, que Donald Trump d'ailleurs évoque lui-même dans un de ses derniers meetings. Il disait mais c'est vrai que ça me fait horreur, mais on n'a pas trouvé la solution parce que la société américaine, elle est entre deux à mon sens. Donc notre discussion, elle est biaisée si on disait pas ça, parce qu'il faut bien comprendre que effectivement il y a aujourd'hui chez les démocrates une montée du progressisme qui s'appuie là-dessus, qui s'appuie sur ce changement qui fait qu'il y a un besoin de corriger des inégalités très violentes et très fortes dans cette société. Il faut un Donald Trump en France, c'est ma position en écoutant ce débat. Quand on parle des États-Unis, je me dis qu'il faut toujours un Jean-Éric Brana, un Guy Hervier, un Olivier Piton et un Guillaume Bigot. Où en est-on, mon cher Philippe Rossi, sur Twitter? Et ça vote beaucoup sur le compte Twitter de Sud Radio. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Trump se présentait en France, il serait élu au premier tour à 83%. Oui, puisque 83% de nos auditeurs sont d'accord avec vous, Philippe David. Le compte Twitter de Sud Radio, d'accord, pas d'accord, vous votez. Et puis le 0826 300 300 où vous venez débattre avec nous. On vous attend, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. Et seul contre tous, oui, je l'affirme, il nous faut un Trump en France. Avec nous pour en débattre, Guillaume Bigot, essayiste, auteur de La trahison des chefs et de Bienvenue dans le pire des mondes. Olivier Piton, avocat, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord, auteur de La nouvelle révolution américaine et Trump et Macron, les transgressions du pouvoir. Guy Hervier, auteur de Great America et bientôt de Great New York. Des bouquins vraiment pour les photos, mais exceptionnels. Et Jean-Éric Brana, auteur de Trumpland, portrait d'une Amérique divisée. Guy Hervier, on peut dire que quelque part, ils ont un point commun. Macron et Trump, ils ont dynamité la classe politique de leur pays. Ça, c'est incontestable. La différence quand même, c'est que Macron avait malgré tout une expérience dans le domaine de la politique.
ce qui n'était pas le cas de Trump. Il n'avait aucune fonction, oui, très mince, mais il était quand même... Il avait été ministre 2 ans. Il était dans les cercles de la politique, ce qui n'était absolument pas le cas de Donald Trump. Et Donald Trump... aussi, hein. Non, il était en tant que promoteur immobilier pour récupérer des subsides. Oui, mais toute sa carrière, il a fait sur du lobbying politique. Oui, absolument, mais pour ses propres affaires. Donc c'est pas du tout pour la défense du bien commun ou pour la politique en elle-même. C'était pour ses propres affaires. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une manière de voir la question qui est moins générale et moins économique, c'est qui est le personnage Donald Trump. On peut aussi poser la question. On peut lui reconnaître que il a fait main basse sur le Parti républicain, qu'il a complètement transformé à son image. À part quelques sénateurs qui ne se représentent pas, qui ont été relativement critiques, comme Jeff Flake ou Bob Corker, eux, ils se représentent pas, donc ils pouvaient se permettre d'être critiques. Mais tous les autres se sont absolument couchés. Et il a transformé ce parti quasiment en secte, dont il serait le gourou, et qu'il serait prêt à mener je ne sais où. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors c'est un peu fort, mais je vais en rajouter pour appuyer le propos. La deuxième chose, c'est la corruption. La corruption depuis toujours, et il y a quand même des enquêtes en cours. Il y a eu des articles abondants dans le New York Times et dans ProPublica sur ses propres affaires. L'enquête de Bob Mueller, les premiers résultats vont peut-être sortir après les élections, et on sait que le périmètre d'investigation est très large. On va peut-être sortir des choses. Il a jamais publié sa feuille d'impôt. On ne sait pas encore. Alors c'est un sujet qui est devenu périphérique, oui. Mais l'influence de la Russie dans ses propres affaires, c'est quand même une question qui peut... Est-ce que Trump est raciste ? Vous savez, dans le domaine du sport, on a ce qu'on appelle le dopage longitudinal, c'est-à-dire qu'en gros, on mesure pas une fois. Vous pouvez très bien une fois faire une déclaration que vous ne maîtrisez pas, mais si vous le faites de manière répétée, ça peut quand même laisser penser que vous l'êtes. Et là, si on regarde depuis le début de sa carrière, quand il était promoteur immobilier d'appartements dans le Queens, où il refusait de louer des appartements à des Africains, enfin des Noirs, on va le dire. Des Noirs, Afro-Americans, comme on dit là-bas. L'histoire des Central Park Five, c'est quand même un épisode assez... Si on continue, il y a eu l'attaque contre Barack Obama, où pendant 6 ans, il a mis en doute le fait qu'il était citoyen américain. Les événements de Charlottesville l'année dernière, où il y a eu quand même un certain nombre de white suprémacistes, d'affrontements, et il a jamais été capable de prendre parti. Donc il l'a condamné. Il l'a condamné, mais il a dit on both sides, c'est-à-dire des deux côtés. Il l'a condamné, mais il l'a pas condamné de manière tout à fait claire. Donc je dirais que sur l'ensemble de sa vie, on peut dire, il y a quand même de sérieux doutes à se poser sur la personne. Et puis de dire que c'est un milliardaire, ça voudrait dire que effectivement, et ça c'est beaucoup d'Américains disent oui, c'est un homme d'affaires, il a réussi, etc. Ça pour le coup, j'attends de voir les vrais chiffres, parce que on ne sait pas quelle est sa situation. Il est peut-être criblé de dettes, on n'en sait rien. Donc ça veut dire que si on compare Donald Trump et puis Jeff Bezos, par exemple, le patron d'Amazon, il n'y a pas photo, ou avec Bill Gates, ou avec tout un tas de... Oui, il n'y a pas photo. S'il n'y a pas photo, lui, c'est... Même avec Bernard Arnault, la première fortune française. Et alors, j'allais dire, même, j'irais dans le domaine de la corruption, je fais un retour en arrière. On pourrait se dire, finalement, en France, qui pourrait être le Donald Trump ? Et on pourrait penser à Bernard Tapie, sauf que parce que il y a certaines analogies. C'était Trump 30 ans avant, mais on pourrait dire que Bernard Tapie est un parangon de vertu par rapport à Donald Trump, je pense. Et pour terminer, pour clore le propos, je pense à une interview de Christiane Amanpour du général McChrystal, journaliste à CNN. Oui, et qui était chef des armées en Afghanistan. Oui. Et elle lui pose la question de savoir finalement qu'est-ce que c'est qu'un vrai leader. Et donc le général McChrystal répond, un vrai leader, c'est quelqu'un qui vous aspire vers le haut et qui vous fait faire des choses que vous ne pourriez peut-être pas faire au précédent. Moi, je pense que Donald Trump, il pousse les gens vers le bas. Et il suffit d'écouter ses discours de meeting. Je crois que les gens qui l'écoutent, ils sont à 100% derrière lui, ils le suivent, mais ils ne les poussent pas, je dirais, vers le meilleur d'eux-mêmes. Guy Hervier, vous ne l'avez pas vu, mais derrière vous, Jean-Éric Brana a dodeliné. Non, pas du tout. Il sait bien que je n'oserais pas, d'abord. Alors,
j'ai des éléments sur lesquels je suis pas d'accord, mais il en est pas C'est le surpris. principe du débat. On se connaît Sud Radio, bien. parlons vrai. Je crois qu'il faut s'en tenir aux faits et pas rentrer effectivement dans les anathèmes. Or, avec Donald Trump, on rentre tout de suite dans des attaques un peu personnelles. Il y a des éléments qui sont objectivement vrais dans tout ce qu'a dit Guy. Il y en a d'autres qui ne le sont pas, comme par exemple l'affaire de Charlottesville. Charlottesville est une erreur politique majeure parce que Donald Trump n'a pas compris ce jour-là la dimension symbolique de Charlottesville et d'un problème de suprématiste, comme avec l'antisémitisme maintenant. En fait, c'est la même racine à Pittsburgh. C'est son manque d'expérience politique qui a fait qu'effectivement, il s'est fabriqué comme un businessman dans lequel ces affaires-là n'étaient pas très importantes. Il balayait d'un revers de la manche. Et en réalité, il y a des gens qui souffrent dans ce genre de choses et qui souffrent profondément. Et encore une fois, son manque d'expérience a fait qu'il n'en tenait pas compte. Mais ensuite, il a condamné. Alors, ce qu'il a condamné parce que des conseillers lui ont dit de le faire ou pas, ça c'est autre chose, mais il l'a fait. Donc moi, je crois qu'il faut regarder les actes et avancer. Globalement, ce que on pourrait, s'il fallait reprocher quelque chose à Donald Trump, et certains, et je pense que dans les auditeurs qui aimeraient avoir un Donald Trump en France, ils sont plutôt pour, c'est la brutalité de l'homme. C'est le fait que cela tombe comme un coup près, à chaque fois. La décision est prise, on agit, et on agit vite. Le Muslim ban, entre le moment de la décision, la signature du décret et la mise en application, il y a eu 2 secondes, puisque l'application était immédiate. Premier exécutif order. Et c'est ça qui a heurté. C'est ça qui envoie dans la rue des gens qui disent mais on ne peut pas agir brutalement. Et pour donner un exemple assez simple de conséquences, certaines personnes étaient montées dans l'avion, par exemple en Iran, en étant persuadées d'aller rencontrer leur famille aux États-Unis. C'était pas des gens qui envahissaient, qui allaient voir. Et qu'en atterrissant à Kennedy Airport, on leur a dit vous n'avez plus le droit d'entrer aux États-Unis. Il y a une nouvelle loi qui vient d'entrer en vigueur. Ça, c'est insupportable. Et rendez-vous compte, si on pouvait agir comme ça au niveau d'un gouvernement, notre vie deviendrait, c'est le mot insupportable et même pas suffisamment fort. Et l'avocat que j'ai en face de moi va dire que bien évidemment, les juges seraient qu'en pense l'avocat pris d'assaut. Mais souvenons-nous quand même, et je ne vais pas aller plus loin, que les États-Unis, c'est un État de droit. Et justement, tout ça a été envoyé devant les cours, et ça se règle devant les cours. Sur cette affaire, Donald Trump a eu raison sur le fond, pas sur la forme, mais je crois que quand même, il y a ça qui corrige. En une minute, Olivier Piton, parce qu'on arrive au bout de l'émission. Alors, en une minute, pour essayer aussi de parler, de faire une sorte de constat clinique de l'Amérique de Trump, l'enjeu de ces élections intermédiaires ne se limite pas uniquement à la personne de Trump. Il y a également un enjeu qui est extrêmement important du côté des démocrates. C'est-à-dire qu'on a déjà en ligne de mire, et c'est très important, la campagne des primaires de 2020. Depuis 2 ans, le Parti démocrate est fracturé en deux camps qui sont irréconciliables. Le camp de l'establishment, c'est-à-dire d'Hillary Clinton et de ses amis qui tentent de tenir le parti et qui ont besoin de la victoire à la Chambre pour pouvoir l'emporter. Mais vous avez un tiers des personnes qui se présentent aux élections intermédiaires qui sont issues de la gauche radicale, celle de Bernie Sanders, un tiers. Aujourd'hui, il y a des personnalités qui émergent comme Beto O'Rourke au Texas, qui peuvent être demain les grands gagnants, s'ils vont jusqu'au bout, de la primaire. On a aux États-Unis aujourd'hui, et je termine là-dessus, un parti démocrate qui est en voie d'explosion, avec des conséquences qui peuvent être extrêmement positives pour Donald Trump. On verra ce que ça va donner. Merci beaucoup Olivier Piton, Guy Hervier, Guillaume Bigot et Jean-Éric Branas. C'est l'heure du Loft Music de notre ami Yvan Cujous qui reçoit This is la peste.